Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'impératrice Élisabeth d'Autriche. Donc on va parler un petit peu aujourd'hui de sa vie sentimentale, de sa vie privée. Donc elle est toujours mariée avec François-Joseph, ça elle le sera jusqu'à la fin de sa vie. Et malgré tout, on lui prête plusieurs aventures. Alors évidemment, c'est une très jolie femme, donc les ragots vont bon train. On la soupçonne notamment d'avoir une aventure avec le comte Gulian Andrassy, qui est Premier ministre de Hongrie. On va même jusqu'à prétendre qu'elle a une relation saphique avec une écuyère de cirque parce qu'elle aime beaucoup le monter à cheval. Donc on jase un petit peu sur sa relation avec cette femme. Mais bon, c'est des calomnies parce que comme je vous l'ai dit récemment, le sexe ça l'intéresse pas vraiment, c'est pas trop son truc. Les rapports physiques charnels ça l'intéresse pas vraiment. Elle va néanmoins avoir un quatrième enfant, une fille, Marie-Valérie, avec François-Joseph. Et cette dernière fille va naître en Hongrie. Et elle espérait que ça soit un garçon pour faire ce cadeau à la Hongrie. Malheureusement, ça sera une petite fille. Enfin, malheureusement, c'est une très jolie petite fille, mais bon, c'est une fille. Et elle va, à l'inverse des relations avec ses autres enfants, elle va vraiment la surprotéger. Elle va vraiment beaucoup s'en occuper. Elle va rattraper un petit peu le temps perdu par rapport à ses autres enfants. Et elle va avoir un rôle vraiment très protecteur, mais un peu trop. Même Marie-Valérie dira qu'elle était un petit peu étouffée par cette mère, et leurs relations seront quelquefois un petit peu tendues, parce qu'elle va l'emmener partout, elle va la surprotéger, elle va l'empêcher de se marier très jeune, puisqu'elle elle a vécu ce que c'était de se marier jeune, donc elle va s'en occuper un petit peu, et elle va pas vouloir qu'elle fasse la même erreur qu'elle a fait en se mariant très jeune. Dans sa vie donc avec François-Joseph, comme elle est tout le temps en déplacement, elle va faire une chose qui paraît assez incroyable, c'est qu'elle va se trouver une remplaçante. Un jour, elle va au théâtre avec François-Joseph et elle remarque que l'empereur regarde avec insistance une comédienne qui est sur scène, qui s'appelle Catherine Schratt, et elle va se rendre compte que son mari a un petit béguin pour cette actrice. Et il faut savoir que Catherine Schratt, elle, c'est l'inverse d'Elisabeth. Elle est un peu ronde, elle est un peu potelée, elle aime bien la vie, elle aime bien manger, elle est vraiment très différente. Et petit à petit, elle va la faire rentrer dans le cercle de la famille impériale, et pour que cette femme soit là quand elle est en déplacement, parce que comme vous le savez, elle part absolument tout le temps. Et elle va même faire quelque chose d'incroyable, c'est elle va faire faire le portrait de Catherine Schratt pour l'offrir à l'empereur pour son anniversaire. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez surprenant. Elle se dédouane un petit peu du fait d'être pas présente en lui mettant un peu dans les pattes, quoi, en définitive. Puis lui, ça lui convient bien parce que, bon, au moins, il y a quelqu'un avec qui discuter. Il va même lui offrir une petite maison pas loin du palais de Schönbrunn, de manière à ce qu'il puisse aller prendre le petit déjeuner tous les matins avec elle, et leurs rapports seront vraiment importants tout au long de la vie de l'empereur. Par rapport à son garçon, à son fils unique Rodolphe, ben, il est en âge de se marier, puis comme les héritiers, ben, leur rôle c'est de fonder une famille pour la continuité dynastique. On va lui faire un petit peu le tour des cours européennes pour lui trouver une épouse. Et il faut absolument qu'elle soit catholique, puisque l'Autriche est ultra catholique. Donc, et les pays qui sont susceptibles d'avoir des princesses à marier catholiques ne sont pas légion. Il y a l'Espagne, l'Italie, la France, la Belgique. Dans ces pays-là, bon après, on peut éventuellement arranger un mariage si la future mariée accepte de changer de religion, mais c'est quand même plus facile de trouver une épouse qui soit déjà catholique. Donc au retour d'un voyage en Angleterre, où il a vu sa mère d'ailleurs, puisqu'elle était un petit peu là-bas pour des chasses, il s'arrête à Bruxelles, et on lui présente la fille du roi des Belges. Et en fin de compte, bon, il se dit, bon, elle ou une autre, pourquoi pas. Donc elle s'appelle Stéphanie. Elle est très jeune aussi, hein. Et Elisabeth tout de suite se dit, non, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là, les princesses belges nous ont pas vraiment réussi, c'est pas l'idéal pour lui. Et elle a un peu peur pour lui, et puis en plus elle n'aime pas du tout cette jeune princesse Stéphanie, qui est un petit peu gauche, grande, avec des cheveux blonds, mais très clairs, mais un peu insipide. Bon, donc elle n'est pas trop pour. Malgré tout, le mariage va se faire quand même. Et au début, on va dire que malgré la vie dissolue de Rodolphe, ils changent un petit peu. Et puis ils vont avoir une enfant ensemble. Donc ça va un petit peu le calmer. Et on le voit dans les lettres qu'ils s'écrivent mutuellement. Il a changé de ton, il est un peu plus doux, un peu plus tolérant. Il a l'air d'être amoureux de sa femme, mais rapidement, ses démons le rattrapent.
et il retourne voir des prostituées, il recommence à boire, c'est assez hallucinant. Et ils n'auront pas d'autres enfants, et d'ailleurs on pense que c'est par rapport à Rodolphe qui aurait attrapé une maladie vénérienne et qu'il aurait transmis à sa femme. C'est pour ça qu'ils n'auront pas d'autres enfants durant leur mariage. Donc lui, il continue un petit peu à la droite à gauche, et un jour, par l'entremise de sa cousine, dont je vous ai parlé la dernière fois, la fameuse Valerzé, hein, Marie Valerzé, et ben, elle va lui faire rencontrer une jeune fille qui est absolument folle de lui. Il faut savoir qu'à l'époque, Rodolphe, c'est un petit peu le prince William ou le prince Harry d'Angleterre avant qu'ils se marient. Ce sont des partis prestigieux. Et beaucoup de jeunes filles en Autriche, évidemment, mais dans les autres pays aussi, ben, fantasment un petit peu sur ce garçon qui va être empereur, et ça pourrait être une bonne chose d'épouser le futur empereur d'Autriche. Donc elle va faire en sorte que les deux jeunes gens se rencontrent, et ça va pas être la meilleure chose qu'elle ait faite, parce que du coup Rodolphe va pas tomber amoureux, je veux pas dire ça, c'est pas tomber amoureux, mais en tout cas il va se sentir avec cette jeune fille un peu plus libre, hein, puisqu'en plus sa vie privée avec sa femme ça fonctionne pas, sa vie avec son père c'est très compliqué parce qu'il l'écarte complètement des affaires du pays. Donc il y a un côté romantique avec cette jeune fille qui est très jeune, hein, et donc il tombe un petit peu sous son charme malgré tout. Mais il a des idées noires. Il a vraiment des idées noires. Il a demandé à une de ses amies, une call girl, on va dire, de l'époque, de se suicider avec lui. Donc elle, évidemment, elle dit non. Mais elle prévient quand même la police pour dire méfiez-vous, le prince héritier a des idées un petit peu morbides, faut faire attention. Mais bon, on ne tient pas vraiment compte. On dit bon, elle dit un peu n'importe quoi, c'est pas très grave. Et puis, malgré ça, malgré le fait que la police ne s'intéresse pas à lui, il est quand même suivi, hein, il est quand même suivi par le fait que c'est le fils de l'empereur. Et un jour, ben, il y a une soirée, et il y a Stéphanie qui est là, la princesse, l'archiduchesse, enfin la grande, l'archiduchesse Stéphanie, je me mélange avec duchesse et archiduchesse, qui est là, et il se trouve que Maria Vetsera, puisque c'est elle, sa maîtresse, est là aussi. Il y a un mini scandale parce que elle veut pas saluer la princesse, enfin c'est un peu compliqué. Et puis quelques jours après, lui il décide de partir à Mayerling, c'est un pavillon de chasse qui est dans les environs de Vienne. Il y va avec deux amis, le comte Toyos et le grand-duc Salvatore. Et pendant cette partie de chasse, tout se passe bien au début, la première soirée, tout va bien. Et puis le lendemain, Maria Vetsera les rejoint en fin de compte. Et le lendemain, c'est le drame, puisque les deux invités entendent des coups de feu. Donc ils montent dans la chambre de Rodolphe, ils appellent et il répond pas. Et puis ben, au bout d'un moment, ils défoncent la porte et ils trouvent Rodolphe et Maria Vetsera qui sont tous les deux morts dans la chambre. Apparemment, le prince héritier a tiré sur elle et ensuite il s'est donné la mort. Voilà. Donc ça, c'est la version officielle. Après, il y a des films qui ont été faits sur le sujet, des livres qui ont été écrits également. Et je me suis amusé un jour à compter, il y a plus de 10 possibilités pour expliquer la mort vraiment de ce couple-là. La version officielle, ça a été, il y en a eu beaucoup, beaucoup, donc je ne vais pas toutes vous les faire, mais en tout cas, le fait est là, il s'est suicidé avec sa maîtresse. Donc, on prévient Elisabeth, donc, qui est complètement effondrée, on peut l'imaginer. Elle n'assistera pas aux funérailles d'ailleurs parce que c'est trop dur pour elle. Le soir des funérailles, par contre, elle descendra à la crypte des Capucins, qui est le lieu de sépulture des princes d'Autriche. Et on entendra hurler le prénom de son fils pendant la nuit. Elle va rester un bon moment dans la crypte. Mais voilà, donc ça va être encore quelque chose qui va la marquer et qui va être très compliqué à gérer pour elle. Et j'espère que demain, vous serez là pour que je puisse vous raconter un petit peu la suite. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao.